Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va se donner encore peut-être une toute petite minute pour laisser à tout le monde le temps de se connecter. Des fois, hein, quand c'est une nouvelle plateforme, nos ordinateurs peuvent être capricieux. Mais vous êtes déjà plus de 180, donc ouais, énorme. énorme. Sur des sujets réglementaires, généralement, c'est toujours... donc c'est preuve que le sujet intéresse, a priori. Bonjour à tous. En fait, Fatima, peut-être qu'on pourrait indiquer aux gens, en fait, vous avez, on en reparlera quand on démarrera officiellement, mais vous avez un sondage, si vous voulez commencer à cliquer dessus. Ouais. Voilà, si... On va vous poser donc 2 questions pour démarrer ce webinaire et faire connaissance avec vous. On vous invite donc à voter et à répondre à ces questions. Donc, la première, c'est comment vous vous sentez par rapport à ce sujet concernant la directive CSRD. Et ensuite, on a une deuxième question qui est de savoir qui vous êtes en tant qu'expert ou consultant ou représentant d'une entreprise concernée ou pas par le sujet. Oui, on vous transmettra la présentation à la fin du webinaire. Et il y aura aussi un replay. Je vois que Muriel avait posé aussi une question. Le replay sera aussi partagé. En général, c'est une journée ou deux après, au moins. Je pense sur les réseaux sociaux. En général, c'est sur LinkedIn qu'on partage. Oui, tout à fait. Il est possible que ce soit aussi envoyé aussi aux participants. Donc, si vous êtes participant, normalement, vous devriez recevoir aussi la replay. Écoute, on peut peut-être y aller alors. Oui, 11h03. Donc, on va démarrer. Je vous invite à répondre au sondage que vous voyez normalement s'afficher. Et donc, pour démarrer ce webinaire, je vais rapidement me présenter. Donc, moi, je suis Fatima Zaraba. Je co-dirige un cabinet de conseil RSE qui s'appelle Entreprises engagées et qui accompagne en particulier les PME et les ETI. Donc, on a une spécificité, c'est effectivement de bien connaître le tissu des PME et des ETI et de les aider à formaliser une stratégie RSE. Notamment avec une feuille de route, des indicateurs pertinents et pourquoi pas aller jusqu'à une certification ou une labellisation RSE. Et je suis accompagnée de Christophe, notre expert sur le sujet CSRD. Donc, je te laisse te présenter, Christophe. Bonjour, alors je travaille chez BPI France, que alors tout le monde ne connaît peut-être pas parce que c'est une banque publique, c'est la banque publique d'investissement française qui soutient en fait, donc c'est vraiment une banque qui s'adresse uniquement aux entreprises et aux entrepreneurs et qui agit à la fois en financement, en prêt, en garantie, en investissement, hein, on investit dans les entreprises, mais vraiment sur du long terme, et aussi en accompagnement pour vraiment soutenir tous les entrepreneurs depuis la personne qui est toute seule ou avec quelques employés jusqu'aux PME, ETI, voire même les grandes entreprises. Et moi, au sein de BPI France, je m'occupe de tout ce qui est reporting et réglementation extra-financière. Voilà. Super, merci. Alors, il y a visiblement la deuxième question qui n'est pas apparue dans le fil. Alors, je ne sais pas si Stéphanie, qui est en coulisses, pourrait envoyer la deuxième question du sondage. Et on va poursuivre notre présentation. Donc, normalement, vous la voyez, la question. Ouais. Où se situe votre entreprise? Donc, pour les 3 premières options, normalement, vous pouvez répondre. Et si vous n'êtes pas concerné par l'une de ces 3 réponses, si vous êtes consultant ou si vous êtes dans une entreprise du secteur public ou une organisation professionnelle, ben, effectivement, vous êtes non concerné directement.
Alors, on va passer à la suite. Donc, pour la suite, rapidement, voilà le programme de notre webinaire. Donc, on va bien entendu vous expliquer ce que c'est que la CSRD, qui est concerné, comment se préparer à cette directive et en quoi la CSRD sera utilisée par le secteur financier. Et enfin, on finira par des questions-réponses et on essaiera de prendre le plus possible de questions tout en sachant que on prend l'engagement de finir à midi au plus tard. Donc, le sondage, donc vous l'avez vu normalement, je sais qu'il y en a qui sont arrivés un petit peu au fil de l'eau. On va vous remettre éventuellement les questions si vous n'avez pas pu répondre à la première question. Donc, c'est celle-ci. Comment vous sentez-vous par rapport à la CSRD? Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez pas du tout, un peu, moyennement, ou si vous êtes carrément expert? Et dans ce cas-là, on aura aussi beaucoup de plaisir à essayer d'aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet. Mais c'est une occasion pour nous de vous connaître. On voit qu'on a quand même parmi le public pas mal de débutants ou de néophytes, donc on va essayer d'en tenir compte aussi pour bien réexpliquer les choses. Il y a quand même aussi un quart d'intermédiaire, donc là aussi on espère vous apporter des petites choses complémentaires. Et puis dans les entreprises, on voit que il y en a quand même 20% qui sont 18% qui sont déjà soumis à une DPEF. Donc déjà vous connaissez le terme, donc c'est bien. Donc vous êtes déjà soumis à une réglementation à l'heure actuelle. Il y a aussi une proportion équivalente d'entreprises de plus de 250 salariés, on va le voir, qui vont être soumis à la CSRD. Donc et puis non concernés aussi. Donc ça va être et notamment des PME non visées par le texte, mais on va voir que la CSRD regarde en fait très largement, donc vous pourriez quand même être, si ce n'est visé, tout du moins concerné un petit peu. Voilà. Alors, donc on va essayer de répondre à vos questions tout au long de ce webinaire. Alors, pour démarrer, posons le contexte. Alors, qu'est-ce que la CSRD concrètement? D'où ça vient? Donc, en fait, c'est une directive européenne. CSRD, c'est un terme anglais. C'est l'obligation, en fait, pour les entreprises de publier des informations détaillées concernant leur chaîne d'approvisionnement sur les questions de durabilité, comme le dérèglement climatique, l'environnement, tel que la déforestation, les pollutions, globalement aussi l'impact que ça a sur leur qu'ont leur activité sur les populations locales, les enjeux sociaux ou la gouvernance. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir en tête que c'est une directive qui a aussi derrière l'ambition pour l'Europe de répondre aux enjeux climatiques. Donc on va en dire deux mots peut-être, Christophe, puisque c'est ça derrière, c'est de devenir vraiment les meilleurs sur le sujet au niveau mondial. Effectivement, il y a vraiment une ambition, notamment avec la double matérialité, alors qui fait parfois un petit peu couler d'encre, mais c'est vraiment la grande différence avec d'autres reporting qui sont souvent la plupart du temps volontaires et donc cette CSRD va introduire beaucoup de nouvelles choses, mais le but, et puis on va le voir, je pense, dans les diapositives qui vont suivre, c'est que derrière la petite idée derrière l'Europe, c'est d'augmenter la transparence sur ces sujets-là au sein du marché européen. Ouais, tout à fait. C'est d'harmoniser le reporting de durabilité des entreprises, puisque jusqu'ici, la NFRD, finalement, n'avait pas cette harmonisation. Il y en a qui parlent de X manières de répondre à cette NFRD, qui est donc la grande sœur, si je puis dire, de la CSRD, mais qui n'était pas du tout harmonisée et qui ne permettait pas, en fait, aux acteurs tels que les investisseurs financiers d'avoir accès à une information de qualité et comparer ces informations d'une entreprise à une autre. Donc, l'objectif, c'est d'harmoniser tout ça, d'avoir une qualité, une disponibilité de la donnée et donc
donc d'aller beaucoup plus loin sur la comparabilité des entreprises. Donc, les ambitions, on vient d'en parler, donc c'est d'avoir un outil de pilotage de la stratégie de durabilité de l'entreprise, plus de transparence aussi de l'entreprise, mais aussi de toute sa chaîne d'approvisionnement ou chaîne de valeur, d'améliorer la fiabilité des données et d'harmoniser effectivement toutes les déclarations de performance, puisque aujourd'hui, en face du financier, de la déclaration financière, on aura donc cette déclaration extra-financière qui va venir compléter et on aura donc un 360 degrés finalement des entreprises. Je te laisse partager plus précisément, oui, Christophe, pourquoi on place la DPEF, cette CSRD. Tout à fait. Donc, tu as déjà mentionné un petit peu les raisons, mais on avait un enjeu un petit peu de comparabilité et de qualité des données dans la NFRD qui n'était pas très, alors à défaut, pas prescriptive, mais très précise sur le format de certains indicateurs ou la manière de. C'était très textuel et donc on avait un petit peu plus de difficultés à comparer même deux entreprises qui étaient dans le même secteur. Donc c'est ce à quoi veut répondre entre autres la CSRD. Il y a cette culture de la responsabilité aussi qui est mise en avant, mais qui est au-delà, tu le mentionnais, la transparence. On veut plus de transparence au sein de l'Union, et donc ça va se manifester de plusieurs manières. La première, c'est l'extension de périmètre. Ça, je pense qu'on est tous, en tout cas, je pense que on a tous ça maintenant en tête. Les entreprises cotées sur le marché européen au-dessus de 10 salariés seront soumises à la CSRD. Et après, on aura deux seuils pour les entreprises non cotées. C'est un seuil à 500 salariés, donc ça correspond en fait en gros aux entreprises qui sont déjà soumises à la DPEF dont tu parlais juste avant, Fatima, et un nouveau seuil qui va être entre soit 250 salariés et ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 20 millions d'euros de bilan. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas je suis en dessous, je suis à 230 salariés, je suis pas concerné. Non, c'est deux des trois critères. Donc vous pouvez être à 200 salariés mais dépasser le seuil en chiffre d'affaires et en bilan, vous serez soumis à la CSRD. Ça c'est important à avoir. Et même si c'est en Union européenne, ça va aussi concerner les entreprises non européennes. Mais qui ont une activité, dans le marché européen. Alors, le seuil est à 150 millions, c'est quand même assez élevé, mais ça concernera tout le monde. Après, bien évidemment, l'entrée en application sera progressive. Les entreprises qui sont déjà habituées à la DPEF, donc à la précédent reporting européen, eux vont être dans les premiers, donc dès l'exercice 2024, là, qui va commencer dans quelques mois. Et on aura un déploiement jusqu'en 2029 pour les plus petites entreprises ou les entreprises non européennes. Où il y a des reports possibles jusqu'en 2029. Mais en l'occurrence, c'est à peu près ça le plan à date. Les grandes nouveautés au niveau du reporting, on a déjà un petit peu esquissé, mais ça va être cette notion de double matérialité sur laquelle on va revenir juste après. Ça va être des normes harmonisées. Et ça, c'est hyper important parce que on va aller chercher cette comparabilité entre les entreprises. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est le déploiement progressif. Voilà, en fonction de où vous vous trouvez. Moi, je pense qu'on peut revenir sur celle d'avant, en fait. Ouais. Ok. Et pour les détails. Oui, tout à fait. Vous avez une question sur les seuils. Oui, tout à fait. Tous les éléments du point 3 là que je mentionne ici, on va les voir un petit peu après en détail. Et dernier point, ça c'est la transparence, ça va être la digitalisation du rapport. Avant, si on voulait comparer deux entreprises, il fallait télécharger sa déclaration de performance extra-financière, des deux, et puis sur du texte, essayer de voir lesquels sont comparables. Là, demain, c'est plus comme ça. On va avoir un format de labellisation des informations, des points de données du rapport. Et tous ces points de données, on le verra, seront déposés sur une plateforme qui sera accessible et beaucoup plus facile à comparer. Voilà. Merci Christophe.
Pour la suite, effectivement, on va rentrer un peu plus dans les détails, hein, et on va essayer de répondre aussi à vos questions. Donc, concernant notamment les seuils pour les entreprises non cotées, est-ce qu'ils vont être réévalués prochainement? A priori, à ce jour, non, mais Christophe, tu as peut-être des précisions par rapport à cette question. Ouais, alors c'est vrai que dans le contexte, il y a rien de sûr, hein, pour l'instant, mais c'est vrai que dans le contexte actuel d'inflation assez élevé, il y a des discussions en cours pour voir si, alors pas au niveau du nombre de salariés, mais au niveau du nombre des montants de chiffre d'affaires et de bilan, si les seuils pourraient pas être relevés. Donc avoir un seuil de chiffre d'affaires non plus à 40, mais peut-être à 50 millions d'euros, et un bilan non plus à 20, mais à 25 millions. Il n'y a rien d'acté encore, c'est des discussions qui ont... voilà. Après, on restera a priori sur un seuil à 250, même si on sait qu'il y a beaucoup de discussions, mais là-dessus, ça sera, je pense, pas remis en question. Ouais, d'autant plus que bon, on est sur un niveau européen, donc il y a certains États, comme l'Allemagne notamment, qui poussent pour que les seuils soient réévalués. Donc il y a des discussions, il y a effectivement des intérêts aussi pour certains États membres d'aller plus dans une direction qu'une autre. Il faut quand même savoir qu'en France, la France a toujours été un peu plus exigeante pour ces entreprises, notamment c'est le cas avec la DPEF française. Ça n'existe pas forcément ailleurs dans d'autres États membres. Donc il faut savoir que la France est plutôt dans cette tendance de dire ok, on a le niveau européen qui dit ça, nous chez nous, quand on transpose au droit français, il y a de fortes chances pour qu'il y ait quand même toujours cette exigence-là du droit français. Alors ça, on l'a déjà évoqué, tu en as parlé. Ensuite, est-ce que vous vous sentez concerné si vous êtes une PME ou pas concerné? Donc, à voir. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? On va le voir, c'est une bonne question, hein, cette histoire de seuil. On peut se dire, je suis pas concerné, je suis pas loin, mais comme ça. Cela dit, la CSRD introduit notamment la notion pour les entreprises qui sont visées, cette notion de chaîne de valeur. C'est-à-dire que le reporting déborde un petit peu du seul périmètre de l'entreprise et va regarder l'amont et l'aval. Ce qui fait que si vous êtes dans la chaîne de valeur d'une grande entreprise que ce soit vos clients ou en fait cette entreprise va probablement vous solliciter à un moment donné pour aller chercher certaines informations qui vont l'aider, elle, à faire son reporting. Pourquoi? Parce que le règlement européen, on l'a indiqué, va l'exiger, mais derrière il y a aussi les institutions financières, les banques, les investisseurs, par exemple comme la BPI, mais pas seulement, et qui, elles, vont avoir besoin de cette information parce qu'il y a d'autres réglementations européennes, pas rentrer dans le détail, mais qui nous imposent à nous, financiers, un certain nombre de reporting sur comment sont canalisés nos financements, nos investissements, et pour ça, on a besoin de l'information des entreprises. Donc, en fait, tout est en train de se parler. Vous avez peut-être entendu parler de taxonomie verte, peut-être de SFDR, d'article 8, de fonds article 8, article 9, ou pas, hein, je sais pas. Mais tout ça se parle et en fait, on va avoir besoin d'une plus grande transparence et plus d'informations. Et donc, ces entreprises visées vont tôt ou tard remonter leur chaîne de valeur et potentiellement toquer à votre porte pour vous poser un certain nombre de questions. Alors, sans doute pas un reporting complet, hein, ça ne veut pas dire que les PME vont être soumis aux mêmes exigences, mais il va falloir s'y préparer. Si on a le temps à la fin, je pourrais vous présenter quelques exemples de ces questions. Des standards, de ces voilà. Standards pour les PME, les standards simplifiés. Donc en fait, l'objectif ici, c'est quand même de se dire que directement ou indirectement, vous êtes concerné. Certes, il y a une question d'obligation pour certaines entreprises, et notamment les grandes et celles qui ont les seuils qui sont indiqués par l'Europe et demain par la France quand ce sera transposé au droit français. Mais à partir du moment où vous êtes en contact et dans la chaîne de valeur de ces entreprises, vous allez indirectement devoir
aussi montrer ce que vous faites, comment vous le faites. Et quelque part, c'est un enjeu business très important pour les entreprises. Donc, même une PME qui n'est pas dans les seuils, qui ne rentre pas dans les critères, elle a tout intérêt à aller dans cette direction et à commencer, si elle ne le fait pas déjà, puisque certaines le font de manière volontaire, un reporting de durabilité et en tout cas plus de transparence sur la manière dont elle met en place ses activités et elle interagit avec son écosystème. Donc là, on va rentrer dans les notions clés de la CSRD et notamment qu'est-ce qu'on entend par les thèmes ESG derrière cette CSRD, les indicateurs concernés, la fameuse double matérialité, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut la faire, la mettre en œuvre, et la transparence souhaitée. Donc, en ce qui concerne les niveaux d'information, aujourd'hui, on a 3 niveaux. Donc, on a ce qu'on appelle les normes universelles, les normes sectorielles et les normes spécifiques. Donc, on y viendra un peu plus dans le détail sur les diapos suivantes. Ce qui est interrogé, c'est la gouvernance, la stratégie de l'entreprise, l'impact, les impacts, les risques et les opportunités, ce qu'on appelle dans le langage expert les IRO, et enfin les objectifs et les indicateurs. Donc pour aller un peu plus dans le détail, là Christophe a une magnifique slide. Alors, avec des détails sur les ECRS. Alors, je m'excuse pour la conjonctivite avec toutes les couleurs et le détail, mais elle est assez dense, je m'en excuse, mais ça permet d'avoir une bonne vision en fait de ce qui va être attendu. Donc, en gros, la structure des normes ESRS, c'est quand on parle de normes ESRS, c'est ni plus ni moins que les sujets sur lesquels l'Europe veut que les entreprises s'expriment ou se prononcent. Donc, on va avoir ce que mentionnait Fatima, des normes communes, avec les normes ESRS 1 qui sont en fait les principes de reporting. Donc, il n'y a pas de choses à faire vis-à-vis de ça. Là, c'est plus de comment s'articule le reste. Les normes ESRS 2 qui vont concerner vraiment au niveau de l'entreprise au global, quelle est sa stratégie, comment elle est organisée, est-ce qu'il y a des politiques sectorielles, etc., etc. Et après, il va y avoir un certain nombre de normes thématiques où là, le régulateur va demander de se prononcer sur 10 sujets, le climat, la pollution, la biodiversité, etc., les employés. Et chaque entreprise devra, si le sujet est jugé matériel, et ça, on va le voir juste après, c'est l'analyse de double matérialité qui va le dire, qui va le déterminer. Si le sujet est matériel, alors l'entreprise se doit de répondre à l'ESRS correspondante. Si on juge que le climat est matériel pour l'entreprise, alors l'entreprise doit répondre sur le climat, etc., etc. Donc ça va être les normes pour toutes les entreprises soumises. Ensuite, on sait qu'il y a des secteurs qui sont plus émissifs ou en tout cas plus impactants sur l'environnement ou la société. Et pour ça, les FRAG, qui est l'organisation qui a proposé, développer ces normes ESRS à l'Europe, est en train de plancher sur 40 normes sectorielles. On peut penser par exemple les normes sur les mines ou sur les ressources naturelles, sur les entreprises qui vont exploiter les ressources naturelles, les sidérurgies, etc. Donc des secteurs généralement plutôt émissifs vont produire un certain nombre de normes sectorielles et qui vont repréciser aux entreprises du secteur soit dans les normes thématiques repréciser, vont dire vous êtes dans tel secteur, vous devez répondre à la pollution, à l'eau, parce que c'est pas possible que vous soyez dans ce secteur et que ça soit pas matériel. Ce genre de choses. Et aussi, elles pourront introduire un certain nombre d'indicateurs ou en tout cas ajuster la manière de répondre parce que étant dans tel secteur, vous allez être exposé à ce sujet de manière un petit peu plus précise que la norme générale qui se veut commune à tout le monde. Donc,
on va avoir ce jeu de normes sectorielles qui va arriver au cours des 3-4 années à venir. Hein, donc, on ne va pas retenir trop notre souffle, mais ça s'en vient. Et puis, on va avoir aussi des normes simplifiées pour les PME, hein, parce que on peut pas, on n'est pas forcément aussi bien équipé quand on est une entreprise de 2000 personnes ou une PME cotée de 12 personnes. Voilà. Donc, on va avoir des choses qui vont arriver progressivement. Il y aura même une norme volontaire qui sera qui va être développée pour les entreprises qui, même non soumises, souhaitent démontrer, mettre de l'avant leurs actions en matière de développement durable, de durabilité. On verra à la fin notamment pourquoi ça peut être aussi une bonne idée, même si on n'est pas soumis, de s'y préparer. Oui, tout à fait. Donc là, on a clairement un effet boule de neige. Ouais. On a une question de Claire qui demandait où est-ce qu'on peut trouver le détail des ESRS. Des ESRS. Et alors, l'objectif, c'est que peut-être que tu nous rappelles là où on peut aller chercher l'information, tout en sachant que c'est traduit récemment en français. Tout à fait. Alors, tout ce qui est au Parlement européen et tout est en anglais. Ensuite, il y a une traduction, enfin une transposition qui est en cours au niveau France. Et là, il y a une traduction qui est disponible en termes de... Tout à fait, exactement. Donc, en fait, je vais même vous copier dans la conversation. Si vous faites une petite recherche Google sur CSRD-Delegated Act 2023-5303 annexe 1, vous allez tomber normalement, j'espère, sur le texte officiel de la Commission. Donc sur les normes, hein, l'annexe 1, ce sont les normes, et elles existent en français. Donc, alors c'est un document de 278 pages, ils n'ont pas fait un par norme, c'est un petit peu dommage, mais vous aurez le document. Sinon, un petit peu plus loin, dans cette présentation, je rappelle qu'on va partager aux participants. Normalement, il y aura un lien dans une des diapositives qui est un petit peu plus tard dans la présentation. Voilà. Donc, et après, là encore, beaucoup de texte, mais juste pour vous expliquer un petit peu la structure de ces normes ESRS, en fait, on l'a dit, il y a 12 thèmes, hein, les 12 thèmes étant ici les principes généraux, la stratégie gouvernance, ESRS E1, climat, tout ça, c'est des thèmes, donc on en a 12, enfin, 11 ou 12. Chaque thème va avoir un sous-thème, on va en avoir 39, par exemple, si je prends les employés de l'entreprise S1, on va avoir par exemple en sous-thème l'égalité de traitement et d'opportunités pour tous, donc c'est des sous-thèmes. Certains secteurs, certaines normes vont aussi avoir des sous-sous-thèmes, par exemple la diversité. La diversité est un sous-sous-thème de l'égalité de traitement. Et ensuite, on va avoir ce que la Commission appelle des disclosure requirements, des exigences de reporting, à peu près 80, alors je ne sais pas comment on compte, là 82, 83, mais à peu près ça, qui eux-mêmes, alors c'est là où on prend peur, va se décliner en un certain nombre de points de données, et on les évalue à peu près à 1000 points de données quantitatifs et qualitatifs, alors principalement qualitatifs du texte, sur lesquels on va devoir reporter. Encore une fois, si le sujet est matériel. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde devra reporter 1000 points de données chacun de ses rapports, non, mais au maximum du maximum, il y a 1000 points de données qui sont listés dans ces normes ESRS. Voilà. Donc, il y avait une question notamment de Pauline. Je ne sais pas si tu pourras y répondre. C'est CS3D. Alors, la CS3D, la Due Diligence Directive, ouais, c'est ça. Effectivement, elle n'est pas encore arrivée. Donc, pour l'instant, elle est encore en discussion et je dirais ça oscille d'avant en arrière, etc. Mais essentiellement, la directive, la Due Diligence Directive, elle va demander aux entreprises de regarder de manière beaucoup plus approfondie dans leur chaîne de valeur. Donc, en fait, elles vont être complémentaires, ces normes a priori. Encore une fois, c'est difficile de se prononcer parce que elle est pas encore finalisée. Or, on a vu que sur la CSRD, il y a quand même eu pas mal de changements. Pour les autres reporting, les autres réglementations, on va quand même vers une cohérence entre les textes.
Je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, et puis je vois l'heure qui tourne, mais la taxonomie verte, qui est le dictionnaire vert européen, irrigue ensuite la CSRD ou la SFDR, qui est le reporting qui s'adresse plus aux investisseurs et au monde financier. Et dans la SFDR, il y a des liens aussi avec les questions qui doivent poser aux entreprises qui se retrouvent dans la CSRD. Donc, ces textes-là se parlent. Puis c'est ça aussi qui fait, on a des retards en ce moment. Je pense que c'est toute cette imbrication, cette interconnexion entre les textes qui est regardée. Les FRAG, on l'a pas mentionné, mais qui a développé les normes, en fait, c'est pas 100% de technocrates qu'on jamais vu. C'est un mélange d'experts, d'ONG, d'entreprises, de consultants experts sur les sujets. Donc, c'est des gens qui ont vraiment l'angle pragmatique très très important. Donc, ces textes-là sont pas hors sol, ils sont connectés les uns avec les autres. Je pense on va essayer d'avancer. On peut passer à la double matérialité. La double matérialité, qui est le concept vraiment de base. La double matérialité, en fait, c'est d'un côté, en fait, quand on parle de double matérialité, on parle à la fois de matérialité financière, c'est-à-dire l'impact de l'environnement et de la société sur l'entreprise financièrement. Qu'est-ce qui va avoir un impact financier sur l'entreprise? La matérialité d'impact, c'est exactement l'inverse. C'est quel est l'impact de mon entreprise sur la société et sur l'environnement et l'économie. Oui. Traditionnellement, par exemple, on a beaucoup de débats en ce moment, peut-être vous entendez, avec l'ISSB. L'ISSB regarde essentiellement la matérialité financière. Mais le prisme quasiment philosophique entre les deux, le prisme de l'Europe, c'est vraiment de regarder ce double angle. Donc, je passe la Commission européenne, d'ailleurs, à ce propos, a donné une définition de ce qu'elle entend par double matérialité ou double importance relative. C'est aussi une autre manière d'aborder la notion. Les entreprises rendent compte, en fait, non seulement des risques financiers, comme tu l'as dit, Christophe, auxquels les questions de durabilité pourraient les exposer. Donc, le point de vue, il est purement financier, mais aussi de l'incidence de leur activité sur la population, sur l'environnement. Et donc là, on est vraiment sur l'importance relative d'un point de vue de l'incidence en fait que l'entreprise va avoir sur son écosystème. Exactement. En positif et en négatif. C'est vrai que des fois, on pense souvent impact, c'est négatif, mais une entreprise peut au contraire avoir aussi des impacts positifs sur l'environnement. Donc, c'est un prisme là. Là, ici, encore une fois, la diapositive, vous les aurez, mais c'est juste pour illustrer un petit peu. Si je prends par exemple juste le cas du climat, qui je pense peut parler à tout le monde, un exemple de matérialité financière liée aux émissions de gaz à effet de serre, c'est si vous êtes par exemple une entreprise d'un secteur très émissif, je sais pas, le secteur pétrolier, le secteur de la sidérurgie, etc., vous allez être soumis, en Europe en tout cas, à des mécanismes de tarification du carbone, avec le marché du carbone. Donc là, les tonnes de carbone que vous émettez dans l'atmosphère ont un impact financier direct, puisque vous devez compenser ces émissions. Donc ça, c'est un exemple de matérialité financière. À l'inverse, les émissions de gaz à effet de serre, si vous êtes une entreprise qui n'est pas soumise, qui n'est pas soumise à un marché, c'est votre impact, dans ce cas-là négatif, mais sur l'environnement. Ça peut être l'illustration d'un même sujet qui peut être financier et d'impact. Les pollutions, vous pouvez avoir une pollution qui ne soit pas pour autant adossée à une sanction financière, etc. Donc voilà. Donc, cette double matérialité est importante à comprendre, parce que à la fin, le régulateur nous dit: vous devrez reporter sur tout ce qui est matériel financièrement et ou matériel d'un point de vue de l'impact. Donc, si on prend par exemple sur des échelles qui iraient du peu impactant jusqu'à très impactant sur la matérialité financière, là on voit que les communautés par exemple seraient très matérielles d'un point de vue financier, mais a priori peu matérielles d'un côté impact. C'est un exemple fictif, mais il y aurait quand même à
à répondre dessus parce que on a considéré qu'il cochait matérialité financière, donc on doit répondre dessus. Donc c'est pas l'un ou l'autre, enfin c'est pas le croisement des deux, c'est vraiment l'un et ou l'autre. Voilà. Ça c'est important à le prendre en compte. Après, une fois qu'on a dit ça, comment moi, en tant qu'entreprise, je dois y répondre. L'EFRAG, l'Europe, donne une approche qui sera précisée encore un petit peu plus dans quelques mois, mais sur lesquels on peut déjà se baser pour commencer. Hein, surtout si vous êtes déjà soumis à la DPEF, là, l'heure tourne. Hein, il nous reste à peu près 14 mois pour se préparer. Il va falloir suivre un petit peu ça. Le cadre nous dit, faut déjà analyser séparément matérialité d'impact et matérialité financière. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est pas le croisement des deux, c'est l'un ou l'autre. Donc, ça doit être traité séparément. Ensuite, on n'est pas non plus complètement laissé dans le champ tout seul. On va avoir une liste de sujets de durabilité qui nous est fournie dans une des normes pour lister justement et identifier ces IRO dont tu parlais, Fatima, ces impacts, risques et opportunités. Ensuite, on nous dit, OK, vous regardez les impacts, les risques, les opportunités, et on nous dit, il va falloir que vous regardiez la gravité, donc l'ampleur, la portée, le caractère irréversible, la probabilité d'occurrence, mais aussi de regarder, pas juste chez vous, hein, c'est ce que je disais, ça déborde du seul cas de l'entreprise. Faut que vous regardiez en amont et en aval et sur des horizons de temps différents. C'est pas parce que votre impact potentiel, positif ou négatif, n'arrive que dans 5 ans que vous pouvez vous en dédouaner. Hein. On demande de regarder court terme, moyen terme, long terme. Alors amont et aval, avant que tout le monde saute de sa chaise en se disant mais je vais jamais y aller, on va quand même se limiter aussi on va pas aller au rang 5 pour voir le sandwich du gars qui transporte le produit vendu à votre client. Non, on va regarder ce qui est vraiment proche de l'entreprise. Mais cette notion quand même d'amont-aval est importante. Une fois que vous avez identifié ces sujets, a priori matériels, c'est là où vous allez engager un processus de dialogue avec vos parties prenantes. Et c'est à l'issue de ce dialogue-là que vous pourrez scorer vos enjeux. Et c'est ceux sur lesquels vous devrez faire votre reporting de CSRD. Voilà. J'espère que j'ai perdu personne. C'est vrai que c'est dense, mais c'est assez important pour comprendre. Comme vous l'aurez compris, il y a un peu de travail. Mais quand on pilote son entreprise, on a du travail de toute façon. Donc, quelque part, c'est une autre manière de piloter la stratégie de son entreprise avec un prisme qui est beaucoup plus grand, avec des enjeux environnementaux et sociaux plus importants et qui embarquent finalement toute la chaîne de valeur. Donc, on est dans une logique plus vertueuse finalement. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, pas le prendre comme une contrainte, mais une opportunité de faire mieux et de se dire que ça va servir la performance globale de l'entreprise. C'est important aussi de l'avoir en tête, de le faire de manière réglementaire parce que la réglementation nous l'impose. Oui, c'est sûr que c'est pas forcément, c'est contraint. De le faire de manière volontaire, c'est vraiment une opportunité, tout en sachant que la CSRD, c'est une obligation de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut partager, dire ce qu'on fait. C'est pas une obligation de faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de l'avoir en tête. Tout à fait. Alors la slide suivante, c'était un exemple de double matérialité, mais on va passer. Ensuite, on vous a parlé tout à l'heure de la digitalisation du rapport et du fameux audit. Donc tous ces éléments de reporting devront être sous un format bien précis qui va permettre effectivement de facilement trouver et extraire l'information, puisque l'objectif, c'est de pouvoir comparer les entreprises et de comparer les données transmises par les entreprises. Donc, ce sera un format bien précis à téléverser sur une plateforme qui permettra en fait de consulter facilement ce qui se passe au niveau de ces données
pour toutes les entreprises soumises à la directive, donc une accessibilité, de la transparence, on l'a dit tout à l'heure, et la possibilité de comparer. Cette manière de faire, c'est vraiment aussi une nouveauté, puisque jusqu'ici, on n'avait pas ce formalisme à avoir. Et enfin, on va avoir les auditeurs, là peut-être tu peux en dire deux mots, Christophe, qui vont vérifier l'information. Exact. Donc puis j'ai vu un commentaire dans le chat là, mais ça c'est très important. La DPEF actuelle est déjà soumise enfin, peut être auditée par un OTI. En revanche, la CSRD demain sera vérifiée avec un niveau d'assurance modéré, et puis probablement on montera d'un niveau d'assurance raisonnable en 2028 par le CAC, par le commissaire aux comptes. Et en fait, c'est le même qui signe les états financiers. Il sera assez difficile pour le CAC de signer les états financiers sans signer aussi le reporting de CSRD. Donc, est-ce que s'il n'y a pas de sanction financière, aujourd'hui on ne sait pas s'il y a une sanction financière, puisque le niveau de sanction arrive au moment où ces directives européennes sont transcrites en droit national. Nous, ça va arriver en décembre. C'est la Direction générale du Trésor qui s'en occupe. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. L'idée n'est pas non plus de tout de suite sortir le bâton. Là, il y a quand même une volonté de monter en puissance. Mais cette notion-là de vérification obligatoire par le commissaire aux comptes rend quand même un petit peu délicat le fait de ne rien faire et de ne pas de ne pas reporter là-dessus. Le XBRL, alors ça peut faire peur aussi, mais c'est déjà utilisé dans les normes financières. Donc, si vous demandez à vos équipes de finance, le XBRL ne devrait pas être 100% nouvelle pour elles. Ça arrive. On a mis un petit exemple. J'espère que dans le lien qu'on vous enverra, il y a je suis tombé sur un rapport ESG qui inclut des balises XBRL. Ça permet de bien comprendre comment ça va être structuré par la suite. Oui. On a beaucoup de questions là qui arrivent. On va essayer de les prendre à la fin parce que leur tourne. À la fin. C'est vrai. Ouais. On voulait vous partager encore d'autres éléments d'information. C'est vrai qu'on pourrait parler beaucoup plus longtemps sur chacun des points abordés. Donc en fait, là concrètement, et je vais essayer d'aller assez vite sur le sujet, comment les entreprises peuvent-elles se préparer? Donc on vous a proposé quelques étapes clés qui nous semblent pertinentes. Donc, dans un premier temps, s'informer, savoir de quoi on parle. Donc, il y a une étape de sensibilisation au sujet, donc sensibiliser les personnes en entreprise, les équipes, pour effectivement comprendre quelles sont les attentes et quels sont les leviers derrière cette obligation de reporting. Deuxième étape qui nous semble pertinente, c'est d'aller sur cette analyse de matérialité, donc se prêter à cet exercice et l'analyse d'écart, donc effectivement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous pourrez aller demain avec les normes dont on a parlé, les fameuses ESRS. Et enfin, troisième étape, c'est la collecte des données et la publication de ces données sous le format exigé. Donc, c'est vraiment avoir quelque chose d'assez schématique pour vous en tête sur les différentes étapes essentielles pour les entreprises. Donc là, il y a des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Effectivement, Christophe, tu as détaillé en termes de timing ce qui est possible là en termes de préparation. Donc, on vous partagera cette slide, mais l'objectif, c'est qu'effectivement, je vous l'ai dit précédemment, vous ayez en tête les textes définitifs. Donc, il y a des liens qui sont indiqués ici, les normes ESRS pour que effectivement vous ayez le détail des textes qui sont aussi traduits en français, anticiper les impacts sur le système de reporting des processus des outils. Donc, si vous êtes déjà soumis à la DPEF, donc c'est un cran plus loin avec la double matérialité. Et enfin, il y a également à 18 mois avant le premier reporting,
réaliser donc l'analyse de double matérialité, l'analyse d'écart ou gap analysis, si c'est un terme qui vous parle plus, pour apprécier les changements à mettre en œuvre en conséquence. Donc, sur l'année du premier reporting, il y a la collecte des données et la publication des premiers états de durabilité qui seront effectivement requis la première année d'application. Donc ça va arriver quand même assez vite en termes de planning, mais on va en reparler tout à l'heure. Donc je te laisse partager les ressources qui permettent justement de répondre à chacune de ces étapes et qui permettent aux entreprises de se préparer au mieux. Tout à fait. Donc effectivement, pour chacune de ces grandes étapes, alors les premiers, je disais, c'est dans 14 mois, les autres ont un peu plus de temps, ils ont 26 mois, mais ça va venir vite en fait, puis on pourra en parler après des raisons. Mais chez BPI France, en fait, nous, comme je disais, on a une grosse activité de soutien aux entreprises et donc on a un certain nombre d'offres et de ressources gratuites ou subventionnées qui peuvent déjà se permettre de se préparer. Sur tout ce qui est sensibilisation, je vous invite à aller voir sur BPI France Université où, entre autres, il y a des centaines de contenus de formation. Vraiment, tout est gratuit, donc qui permettent de se former, de sensibiliser aussi sa haute direction, parce qu'il n'y aura pas le choix que d'embarquer cette haute direction sur le sujet. C'est les risques, la finance, etc. On a aussi le lab qui produit pas mal d'études et justement sur les PME et les ETI notamment, donc qui permettent aussi de s'acculturer sur ces grands sujets. Après, quand on rentre plus dans le dur, sur la matérialité, etc. Alors, sans être des panacées totales qui permettent à la fin de répondre à tout 100%, mais on a un certain nombre de choses comme l'indice de maturité climatique, en fait, qui est un outil ou enfin une discussion avec les équipes BPI France, en fait, qui permet sur le sujet du climat principalement, donc le SRS E1, si vous avez bien suivi, d'identifier voilà des opportunités, des risques et qui peuvent découler ensuite sur un plan d'action. Et ensuite, on a tout un ensemble de diagnostics et de missions de conseil, là encore, qui sont très fortement subventionnés. Alors, c'est pas BPI France qui vous accompagne, enfin, en partie, mais ce sont des consultants externes, mais il y a des subventions de l'ADEME, de l'agence de la maîtrise de l'énergie française, donc très fortement subventionnées. On parle de seulement quelques milliers d'euros pour les entreprises. Et là, on en a listé quelques-unes. Et ces missions de diagnostic peuvent permettre justement, si un sujet est matériel, et puis je vais vous divulgacher, spoiler un petit peu le thème, le climat sera matériel. Qui que vous soyez, ce sera matériel sur le 1, je peux vous le garantir. Il y a un certain nombre de diagnostics déjà qui peuvent permettre de répondre à ce sujet. Et puis après, je sais qu'il y a eu la question on pourra en reparler après, mais au moment de faire son reporting, on n'est pas non plus laissé dans le champ. Il y a de plus en plus d'offres, d'outils. Alors, il y a une question sur les ERP, mais il y a de plus en plus d'outils qui existent, soit des plateformes historiques qui rajoutent des modules CSRD ou des nouveaux entrants qui font tout un écosystème spécifique à la CSRD, mais il y a des outils qui vont simplifier et permettre cette collecte et cette publication d'indicateurs. Pour les autres entreprises, les PME qui seraient peut-être en dessous des seuils, je rappelle la plateforme Impact du gouvernement qui est bien faite et qui, je pense, va évoluer dans les prochains mois pour justement intégrer plus de durabilité et sans doute plus d'adéquation avec la CSRD. Donc, en gros, vous n'êtes pas non plus complètement seul. Et puis, il y a beaucoup de cabinets de conseil qui sont aussi en train de se former. C'est nouveau pour tout le monde, mais et qui vont pouvoir vous accompagner sur le sujet. Tout à fait. En quelques mots là-dessus. Voilà, BPI France Université, on va passer plus vite. Je pense qu'on peut aller aux questions. Il y a beaucoup de ressources disponibles chez BPI France. Pour les entreprises, d'aller fouiller un peu tout ce que fait BPI France. Il y a énormément de choses possibles. Justement, il y a un enjeu qui est très, très, très important qu'il ne faut pas occulter et qui aussi est complètement en lien avec notre sujet. C'est les enjeux du secteur financier
comment la CSRD sera utilisée justement par nos amis financiers et dans quel paysage ça s'inscrit, puisque tu disais tout à l'heure qu'il y avait une pression réglementaire. Exactement. Et donc, c'est aussi dans ce contexte-là que s'inscrit cette CSRD, au-delà du contexte pacte vert pour l'Europe. Tu peux nous décrire exactement. Slide, il faut la lire. Alors, deuxième slide qui file la conjonctivite. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de tout, c'est pas du tout le but, c'est juste pour vous montrer un panorama partiel de toutes nos pressions réglementaires extra-financières chez BPI France. Ça ne couvre pas tout, là, je n'en ai mis qu'une partie. C'est juste pour vous dire que nous, en tant que financiers, c'est pas juste que BPI France, hein, c'est d'autres entités financières, avons beaucoup de demandes. Que ce soit le régulateur avec les entités de supervision en haut à gauche, que ce soit les marchés financiers, les agences de notation extra-financières qui scorent en fait les entreprises, mais aussi les banques et les investisseurs, que ce soit les mandats de gestion. Je parle même pas de tout ce qui est en bas là, de tout le cadre européen d'exigence de reporting, mais même ce qu'on regarde en haut en bleu là, en haut à droite là, tous les mandats de gestion. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds, que ce soit des fonds européens, mais pas que, ça peut être aussi des fonds nationaux, qui exigent des financiers, des entreprises, des institutions financières, de canaliser l'investissement soit vers des secteurs dédiés ou en appliquant des principes extra-financiers. Le principe DNSH, Do No Significant Harm, donc s'assurer que l'argent va être, les fonds européens, nationaux, etc., sont canalisés vers des entreprises qui prennent en main ces sujets-là. Or, aujourd'hui, c'est pas la majorité, on est d'accord. Mais demain, en 2028, en 2030, sans être grand devin, je pense que ce sera la majorité des mandats qui exigeront des entreprises financières ces critères-là. Parce que faut comprendre que les boîtes financières se refinancent derrière. C'est-à-dire qu'elles ne lèvent pas juste sur leur argent propre, elles vont chercher de l'argent sur les marchés européens pour ensuite permettre de le prêter à leurs clients, d'accompagner les entreprises, etc. Donc, faut bien avoir ça en tête, cette pression-là et cet accès au capital est de plus en plus conditionné à ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Si aujourd'hui, une PME démontre ou met de l'avant justement un certain nombre de critères ESG, ou reflète ses actions en la matière, elle a un accès facilité à ces fonds, à ces financements, à ces investissements. Donc, agir tôt, prendre à bras le corps, même si on n'est pas soumis tôt ces sujets-là, permet un accès plus facile au capital parce que vous facilitez la vie du gars qui signe l'échec, quoi. Donc, clairement, il y a vraiment une opportunité qui demain devient un risque. Hein. L'opportunité d'aujourd'hui, c'est le risque de demain. Voilà. Ça, c'était juste pour vous donner un petit peu le point de vue, un petit peu dont on ne parle pas forcément toujours, c'est le point de vue du financier. Pourquoi ça va aussi impacter les entreprises. Et donc aujourd'hui, c'est aussi le point de vue donc de BPI France dans le cadre de ces investissements. Tout à fait. Auprès des entreprises. Exactement. Je pense que là, on arrive à la fin. Ouais, on va juste partager les dates clés pour rappel, même si je pense que beaucoup d'entre vous ont consulté le calendrier de l'application progressive de la CSRD. Donc aujourd'hui, on a celles qui sont soumises pour 2024, avec une publication du rapport en 2025 sur l'exercice 2024. Donc, on est toujours sur une publication du rapport année N+1. Et il y avait une question tout à l'heure qui concernait les groupes. Donc, à partir du moment où on a un rapport financier consolidé des groupes, on demandera un rapport extra-financier consolidé groupe. Donc, la logique, elle est d'adosser à chaque fois sur la publication financière des entreprises une publication extra-financière. Et ensuite, on a le calendrier là que vous avez sous les yeux pour les autres seuils d'entreprise. Donc, effectivement, en termes
de périmètre. Toutes les entreprises qui sont concernées aujourd'hui et qui seront concernées sont celles qui sont sur le marché européen et qui opèrent sur le marché européen. Donc les chiffres, Christophe, c'est 10 000 jusqu'ici, 10 000 entreprises en Europe. On parlait de 11 000, à peu près 10-11 000 en Europe qui étaient soumises à DPEF. Demain, 55 000, à peu près 50-55 000. En France, en fait, on estime, je crois, c'est 1300 entreprises qui étaient soumises à la DPEF. Avec CSRD, à terme, on sera entre 9 et 12 000 entreprises. Donc ça c'est un chiffre qui est intéressant parce que aujourd'hui, franchement, faire la CSRD tout seul, c'est compliqué, hein, ne serait-ce que pour faire l'analyse de double matérialité. Donc, une autre ressource qui va devenir rare ça va être les consultants. Ça va être les boîtes qui peuvent vous accompagner sur ces sujets, très clairement. Hein. Nous, chez BPI France, on a fait le choix d'assez rapidement se faire accompagner parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont compliquées puisque je rappelle, hein, même l'analyse de double matérialité fait partie des choses qui demain seront auditées par le CAC, par le commissaire aux comptes. Donc, intérêt à ce que ce soit quand même bien fait. Ouais. Sur le sujet, d'ailleurs, j'ai vu une question par rapport à la capacité d'un CAC d'évaluer des données extra-financières. C'est vrai que là, il sort un petit peu de son rôle. À ça, je dirais deux choses. Souvent, les boîtes qui faisaient les commissaires aux comptes, souvent avaient aussi des équipes extra-financières, pas toujours, je suis d'accord, mais extra-financières. On va voir clairement une fusion un petit peu de ces deux équipes où à la fois les équipes traditionnellement audit financier vont s'acculturer un peu plus à l'extra-financier, de même que les extra-financiers vont se faire un petit peu plus au formalisme, on va dire, du financier. Et ensuite, les normes pour auditer demain les futurs rapports CSRD sont en cours de discussion. Je sais qu'avec la COFRAC, ils attendent justement, il y a des discussions pour voir comment ajuster les normes des auditeurs pour demain auditer ces datas-là. Voilà. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je suis en train d'essayer de remonter le fil. J'avoue que... Voilà, qualité, les EF simples, c'est ça, pour repasser... Donc ça, je pense que j'ai un petit peu essayé. Les CAC, il va y avoir une acculturation aussi de ces sujets-là. Et y a-t-il des ERP dédiés à ces données? Si pas d'ERP, ce sera mission quasi impossible. Tout à fait. Ça existe. Il y a plusieurs offreurs de solutions étrangers, français. Il y a beaucoup de choses qui se développent en France. Tout à fait. Nous, en tant que cabinet de conseil, on est en train de faire un benchmark de tous ces outils, justement parce qu'il y a énormément d'outils et qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et pertinentes. Et c'est des questions que nous posent nos clients. Quels outils, comment faire évoluer éventuellement un outil déjà existant sur lequel ils reportent déjà, donc plutôt que tout révolutionner. Donc il y a aussi des entreprises, des éditeurs de logiciels qui travaillent sur le sujet. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses en cours et je pense que pour 2024, on va avoir une offre intéressante sur le sujet à implémenter dans les entreprises. Je remonte sur les questions. La directive permet-elle aux administrations de prendre connaissance des performances de leurs fournisseurs dans le cadre de la commande publique? Alors ça, c'est une question assez particulière. A priori, elle pourrait avoir accès à l'information. Tout à fait. La plateforme où on déposera demain ces rapports au format XBRL sera publique, accessible, gratuite, transparence. Donc, a priori, plutôt que d'aller solliciter 15 fois une entreprise, tout ça, on pourra se brancher sur cette plateforme ESAP, ESAP, a priori, et venir récupérer les données extra-financières des entreprises qui sont en lice, par exemple. Pareil pour les institutions financières qui ont besoin de récupérer de l'information, ça va aussi alléger le travail parce que si vous êtes dans une entreprise aujourd'hui soumise à la DPEF et qu'on vous sollicite 3, 4, 5, 6, 10 fois sur vos datas, ça va être un peu fastidieux. Demain, il y aura une plateforme pour ça.
C'est aussi plus de transparence, hein, parce qu'à l'heure actuelle, pour celles qui sont évaluées par des agences de notation extra-financière, c'était un petit peu, on envoyait des données, puis on savait pas trop, c'était la grosse boîte noire, et puis à la fin, ça nous sortait un chiffre, et puis on avait un droit de réponse un peu flou. C'est aussi une manière de reprendre un petit peu, pas le contrôle, mais de reprendre un petit peu la main sur ces données-là, sans passer forcément par des agences de notation extra-financière. On va aller quand même vers plus de transparence et avec ce sujet-là. Donc, une dernière question peut-être pour une PME qui va être concernée par le bilan et le CA, donc le chiffre d'affaires, mais qui produit déjà un rapport RSE et qui a une évaluation EcoVadis avec une très bonne note, aura-t-elle une grosse marche à monter? Donc moi, j'ai quelques éléments de réponse et tu pourras peut-être vas-y. Mais pour une PME qui a déjà un rapport RSE, qui a déjà des indicateurs, un reporting en place sur effectivement un référentiel type EcoVadis, c'est déjà un bon début. J'ai envie de dire que tout ça, ça permet effectivement de continuer, de poursuivre en y associant le standard de la CSRD, les standards de la CSRD. Donc, quelque part, la marge sera moins haute qu'une entreprise qui fait peu de choses ou qui ne formalise pas et qui ne reporte rien et qui ne pilote rien. Là, en l'occurrence, toute chose réalisée par l'entreprise, tout pilotage sur ces sujets-là est pertinent, sauf que la CSRD va un tout petit peu plus loin. Donc, l'enjeu pour cette PME, ce sera de se former, de s'informer et de se faire accompagner pour effectivement passer la marche à monter. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vois qu'il y a une dernière question. Je vais juste partager. Il y a l'autorité des normes comptables est en train de sont en train de sortir des projets. Hein, c'est des projets de normes volontaires ici pour les PME non cotées. Donc, on irait pour les PME non cotées vers, je suis désolé, c'est en anglais, hein, mais un reporting relativement simplifié où on aurait à peu près 15 exigences de divulgation, des DR, hein, Disclosure Requirements. Voilà. Donc, assez simplifié. Là, c'est à haut niveau là pour les PME non cotées. Pour les PME cotées, bon, on a un peu plus, mais je pense que ça concerne en France, je crois que c'est une 60aine de boîtes, donc je pense pas qu'elles soient forcément dans cette audience-là, mais on commence à avoir un petit peu des sujets là-dessus. Voilà. Il y a encore beaucoup de questions. Je suis désolé. Oui, on ne pourra pas forcément. Enfin, là, il est 12h03. On n'aura pas le temps de prendre d'autres questions et puis de remonter tout le fil. On a essayé. Enfin, j'ai essayé de remonter au début pour pas louper certaines questions, mais je pense que je m'excuse. On s'excuse tous les deux de pas pouvoir répondre à toutes les questions. On vous invite en fait à prendre contact avec nous si vous le souhaitez pour qu'on puisse vous apporter des éléments de réponse. On va vous envoyer la présentation. On vous remercie infiniment pour votre participation. Au final, je ne sais pas combien nous étions connectés. J'ai pas 300, je crois qu'il y a 300 personnes. 300 personnes. On remercie l'ensemble des participants. C'est un sujet qui est vraiment pas évident à vulgariser, à expliquer. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a des choses qui bougent encore et qui vont bouger d'ici la fin de l'année, compte tenu de la nouveauté de ce référentiel. Donc, on fait aussi en marchant. N'hésitez pas à solliciter Christophe ou moi-même ou à aller voir aussi les ressources mises à disposition par BPI France. C'est vraiment une chance pour les entreprises de pouvoir bénéficier de toutes ces ressources, de toutes ces aides. Il y a même des fonds d'investissement qui aident sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller chercher cette information auprès de BPI France et d'autres partenaires qui peuvent vous aider. Alors, les chiffres des entreprises.
Ouais, je me suis trompé. Je voulais répondre mais Ah, ok. en gros, aujourd'hui, on est à peu près à 10 000 entreprises en Europe soumises à des PEF. Demain, 55 000. En France, 1300 entreprises concernées à date pour la DPEF, avec CSRD entre 9 et 12 000. Voilà, donc c'est fois 6, fois 7. Donc ça va être assez, fois même plus que ça. Donc ça va être assez conséquent. Ouais, tout à fait. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit. Tout à fait. Et encore merci pour votre écoute. À bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir.